L'été dernier, j'ai récolté plus de 240 tomates à partir de seulement 6 plants dans mon jardin. Et chacun de ces plants était luxuriant, vert et chargé de fruits de juillet jusqu'aux premières gelées. Si je mentionne cela, c'est parce que pendant des années j'ai eu le problème inverse. Mes plants de tomates poussaient d'1,20 m, 1,50 m, voire 1,80 m de haut. Un feuillage absolument magnifique, des tiges épaisses, des feuilles vert foncé et presque aucune tomate. J'étais dehors à arroser, fertiliser, à faire tout ce que je pensais devoir faire, et mon voisin, avec 2 fois moins d'efforts, avait des plants croulant sous les fruits tandis que les miens ressemblaient à des arbustes d'ornement. Puis, il y a environ 5 saisons, j'ai commencé à me plonger dans la science réelle de ce qui pousse un plant de tomates à passer de la croissance végétative au mode reproductif. Je suis tombé sur des recherches du service de vulgarisation de l'Université de Floride et sur des travaux fascinants provenant de Cornell. Et ce que j'ai découvert a complètement transformé ma façon de penser l'alimentation, la taille et la gestion des plants de tomates. Il s'avère que la solution n'est pas du tout compliquée une fois que l'on comprend la biologie qui se cache derrière. Aujourd'hui, je vais vous expliquer exactement pourquoi vos plants de tomates produisent uniquement des feuilles et aucun fruit, et plus important encore, les changements spécifiques que vous pouvez apporter cette saison pour y remédier. Nous aborderons la vraie science de ce qui contrôle la floraison et la nouaison, les ajustements d'alimentation qui font la plus grande différence, la technique de taille qui redirige l'énergie de votre plant, et comment vos habitudes d'arrosage pourraient jouer contre vous. Et restez avec moi jusqu'à la fin, car je partagerai une astuce simple d'application foliaire utilisant du sel d'Epsom ordinaire, sur laquelle je suis tombé presque par accident et qui améliore régulièrement ma nouaison de ce que j'estime être environ 20 à 30%. C'est l'une de ces choses que j'aurais aimé que quelqu'un me dise il y a 10 ans. Alors laissez-moi vous expliquer exactement comment transformer ces beaux plants feuillus en véritables producteurs de fruits. Maintenant, avant d'entrer dans la science et les étapes, je veux être honnête avec vous. J'ai passé la majeure partie de 15 ans à commettre chacune des erreurs que je m'apprête à décrire. Quand mes plants ne fructifiaient pas, mon instinct était de leur donner plus d'engrais. Plus de nourriture signifie plus de croissance, signifie plus de fruits, n'est-ce pas? C'est ce que je pensais. Et quand je voyais toute cette croissance verte et luxuriante, je me sentais plutôt satisfait. Je pensais que je faisais quelque chose de bien. Ce n'était pas le cas. Si vous avez déversé un engrais équilibré ou riche en azote sur vos tomates toutes les 2 semaines, en vous demandant pourquoi vous obtenez des plants énormes avec à peine quelques fruits, vous n'êtes pas seul. J'étais exactement dans la même situation que vous. Et je peux vous dire que le moment où j'ai arrêté de traiter mes plants de tomates comme s'ils avaient besoin de plus de tout, et où j'ai commencé à comprendre ce dont ils avaient réellement besoin à chaque stade de croissance, c'est là que tout a changé. J'ai commencé à expérimenter différents ratios d'engrais, différentes approches de taille et différents calendriers d'arrosage. Et en une seule saison, j'ai vu des résultats qui, honnêtement, m'ont un peu frustré de ne pas avoir compris plus tôt. Voici le concept fondamental qui a tout changé pour moi. Et une fois que vous l'aurez compris, chaque conseil que je m'apprête à vous donner prendra tout son sens. Les plants de tomates ont 2 pulsions biologiques concurrentes. La première est la croissance végétative, c'est-à-dire la production de feuilles, de tiges et de racines. La seconde est la croissance reproductive, c'est-à-dire la production de fleurs, de fruits et de graines. Ces 2 pulsions sont largement contrôlées par l'équilibre des nutriments disponibles pour la plante, en particulier le ratio entre l'azote d'une part et le phosphore et le potassium d'autre part. Quand l'azote est abondant par rapport au phosphore et au potassium, la plante reçoit un signal chimique qui dit essentiellement « Les conditions sont excellentes, continue à pousser, devient plus grande. Il n'y a aucune urgence à se reproduire. » La plante reste dans ce que l'on pourrait appeler le mode adolescent. Elle ne fait que grandir sans penser à la génération suivante. Mais quand l'équilibre nutritif change, quand le phosphore et le potassium deviennent plus importants par rapport à l'azote, la plante reçoit un signal différent. Ce signal dit « Il est temps de fleurir. Il est temps de nouer des fruits. Il est temps de se reproduire. » Des recherches de l'Université d'État de Caroline du Nord confirment qu'un excès d'azote est l'une des causes les plus courantes d'une mauvaise nouaison chez les tomates de jardin amateurs. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est de la physiologie végétale de base. Et une fois que j'ai compris cela, je pouvais réellement le voir se manifester dans mon jardin en temps réel. Alors laissez-moi vous montrer les ajustements spécifiques
qui font que cela fonctionne. La première chose que vous devez aborder, et honnêtement c'est là que les gains les plus importants se trouvent, c'est votre programme de fertilisation. Voici ce que font la plupart des jardiniers, et je le sais parce que je l'ai fait moi-même pendant des années. Ils achètent un engrais universel, quelque chose comme un 10-10-10 ou un 20-20-20, et ils l'appliquent selon un calendrier régulier tout au long de la saison de croissance. Le problème est qu'un engrais équilibré, avec des parts égales d'azote, de phosphore et de potassium, ou pire un engrais riche en azote, continue à envoyer ce signal de croissance végétative tout au long de la saison. Votre plant ne reçoit jamais l'impulsion chimique pour passer en mode production de fruits. Voici ce que je fais à la place. Pendant les 3 à 4 premières semaines après le repiquage, j'utilise effectivement un engrais équilibré, quelque chose autour de 10-10-10, parce qu'à ce stade, je veux réellement que la plante établisse un système racinaire solide et construise un cadre sain de feuilles et de tiges. Cette croissance végétative est importante au début. Vous avez besoin d'un plan vigoureux pour supporter une production de fruits abondante par la suite. Mais une fois que je vois les premières grappes de fleurs se former, et vous le saurez parce que vous verrez de petites fleurs jaunes en forme d'étoiles apparaître au nœud le long de la tige, c'est à ce moment-là que je fais le changement. Je passe à un engrais avec un premier chiffre plus bas et des deuxième et troisième chiffres plus élevés. Quelque chose comme un 5-10-10 ou un 4-8-8 fonctionne à merveille. Vous pouvez trouver des engrais spécifiques pour tomates dans la plupart des jardineries qui suivent ce schéma. Celui que j'ai utilisé le plus régulièrement est un engrais organique granulaire pour tomates avec un ratio de 3-4-6. J'applique environ 2 cuillères à soupe par plant toutes les 2 à 3 semaines. Je l'incorpore délicatement dans le premier centimètre de terre autour de la base, puis j'arrose. La différence que cela a fait dans mon jardin a été spectaculaire. Environ 2 semaines après avoir fait le changement cette première saison, mes plants sont passés de la production de fleurs éparses à la nouaison de grappes de 4, 5 et 6 fruits à presque chaque nœud. C'était comme actionner un interrupteur. Et biologiquement parlant, c'est essentiellement ce qui se passait. Maintenant, laissez-moi vous montrer le deuxième ajustement. Et c'est là que beaucoup de jardiniers résistent au début, mais je vous promets que la science est solide. Vous devez tailler vos plants de tomates indéterminés et vous devez le faire correctement. Si vous cultivez des variétés indéterminées, qui sont celles qui continuent de pousser en hauteur toute la saison comme Better Boy, Cherokee Purple, Brandywine ou Sun Gold, ces plants produiront ce qu'on appelle des gourmands. Un gourmand est une nouvelle pousse qui émerge à la jonction entre la tige principale et une branche feuillée. Si vous regardez votre plant maintenant, allez trouver un endroit où une branche rejoint la tige principale et regardez juste dans cette fourche. S'il y a une petite pousse qui pousse à un angle de 45 degrés, c'est un gourmand. Laissé tel quel, chaque gourmand devient essentiellement une nouvelle tige principale avec ses propres branches, ses propres gourmands et sa propre demande en énergie. L'approche conventionnelle est de laisser le plant pousser naturellement et se débrouiller tout seul. Ce que j'ai constaté comme fonctionnant nettement mieux, c'est de supprimer la plupart de ces gourmands, en particulier en dessous de la première grappe de fruits. Voici pourquoi. Chaque gourmand que votre plant nourrit représente de l'énergie qui pourrait aller vers la production de fruits. Un seul plant de tomates indéterminé non taillé peut facilement produire 60 à 80 points de croissance en milieu d'été, et chacun de ces points tire de l'eau, des nutriments et de l'énergie photosynthétique au détriment du développement des fruits. Ce que je fais, c'est supprimer tous les gourmands en dessous de la première grappe de fleurs complètement. Au-dessus, je laisse 1 ou 2 gourmands se développer en tiges secondaires, ce qui me donne un plant à 2 ou 3 tiges. Je pince les gourmands quand ils font environ 5 à 8 cm de long en les saisissant simplement entre mon pouce et mon index et en les cassant proprement. Faites cela le matin quand le plant est turgescent et que les tiges cassent nettement. Si vous attendez qu'il fasse 15 ou 20 cm de long, vous supprimez une croissance dans laquelle le plant a déjà investi une énergie considérable et vous créez une plaie plus grande qui est plus susceptible aux maladies. Une remarque importante ici. Si vous cultivez des variétés déterminées comme Romain, Celebrity ou Rutgers, ne taillez pas les gourmands. Les tomates déterminées ont une taille génétiquement prédéfinie et supprimer les gourmands d'un plant déterminé réduit en fait votre rendement. Ce conseil s'applique spécifiquement au type indéterminé. Si vous n'êtes pas sûr du type que vous avez, vérifiez l'étiquette qui accompagnait le plant ou recherchez le nom de la variété.
C'est important. Maintenant, c'est un bon moment pour faire une petite pause. Si vous trouvez cela utile et que vous appréciez ce genre de conseils de jardinage pratiques et fondés sur la science, cela me ferait vraiment plaisir que vous appuyiez sur le bouton d'abonnement. Je publie régulièrement de nouvelles vidéos dans lesquelles je me plonge dans les recherches réelles derrière les questions courantes de jardinage afin que vous puissiez prendre de meilleures décisions dans votre propre jardin. Très bien, continuons. Le troisième ajustement est celui qui surprend beaucoup de gens et il concerne l'arrosage. Voici le schéma que je vois encore et encore. Les jardiniers arrosent leurs tomates un petit peu chaque jour, parfois même 2 fois par jour par temps chaud. Cela semble être la bonne chose à faire, la surface du sol est sèche, le plan a l'air un peu flétri dans la chaleur de l'après-midi, alors on sort le tuyau. Mais voici ce qui se passe réellement sous la surface. Un arrosage fréquent et superficiel maintient les premiers centimètres de sol constamment humides, ce qui encourage les racines à rester près de la surface plutôt que de pousser en profondeur. Plus important encore pour notre propos, un plant de tomate qui ne subit jamais même un léger stress n'a aucune incitation biologique à se reproduire. Rappelez-vous, la production de fruits est fondamentalement une stratégie de survie. Le plant produit des fruits pour créer des graines afin d'assurer la génération suivante. Un plant qui est parfaitement à l'aise en permanence a moins d'urgence à le faire. Maintenant, je ne vous dis pas de laisser vos plants flétrir et souffrir. Cela provoquerait la chute des fleurs et d'autres problèmes. Ce que je dis, c'est que passer à un arrosage plus profond et moins fréquent produit de meilleurs résultats pour la nouaison. Voici exactement ce que je fais. J'arrose mes plants de tomates en profondeur, environ 2,5 cm à 4 cm d'eau par semaine, délivrée en 1 ou 2 sessions plutôt que 7. Je fais fonctionner un tuyau suintant à la base de mes plants pendant environ 30 à 45 minutes 2 fois par semaine. Cela pousse l'eau à 20 ou 30 cm de profondeur dans le sol, ce qui encourage la croissance racinaire profonde et crée une légère période d'assèchement entre les arrosages qui pousse le plant vers le mode reproductif. Si vous êtes en zone 8 à 10, où les températures estivales dépassent régulièrement 35 degrés Celsius, vous devrez peut-être arroser 3 fois par semaine. Mais le principe reste le même, profond et peu fréquent, bas superficiel et constant à chaque fois. Vous pouvez vérifier l'humidité de votre sol en enfonçant votre doigt d'environ 8 cm dans la terre près de la base du plant. Si c'est sec à cette profondeur, il est temps d'arroser. Si c'est encore frais et légèrement humide, vous pouvez attendre un jour de plus. Le quatrième ajustement concerne la prise en compte de la température. Et c'est un aspect que trop de jardiniers négligent complètement. Les fleurs de tomates ne nourront pas correctement leurs fruits quand les températures nocturnes restent au-dessus de 24 degrés Celsius ou quand les températures diurnes dépassent régulièrement 32 degrés. Le pollen devient collant et non viable à ces températures. C'est de la pure physiologie végétale et il n'y a pas grand-chose que vous puissiez faire pour changer la météo, mais vous pouvez composer avec elle. Si vous êtes en zone 7 à 9 et que vous connaissez des périodes de chaleur extrême en juillet et août, voici ce que j'ai appris. Premièrement, ne paniquez pas quand la nouaison diminue pendant les vagues de chaleur. Le plant ne meurt pas, il attend simplement. Deuxièmement, vous pouvez améliorer vos chances en fournissant une ombre légère l'après-midi en utilisant un simple voile d'ombrage évalué à 30 à 40%. Je drape le mien sur une structure basique faite de tubes en PVC d'1,5 cm de diamètre et cela fait baisser la température autour des plants d'environ 3 à 4 degrés. Cela peut suffire à maintenir le pollen viable. Troisièmement, plantez vos tomates suffisamment tôt pour qu'elles aient le temps de produire une première récolte abondante avant que les pires chaleurs n'arrivent. En zone 7 et 8, je vise un repiquage environ 2 à 3 semaines après ma dernière date de gel, ce qui donne au plant 6 à 8 bonnes semaines de conditions favorables à la fructification avant que la vraie chaleur de l'été ne s'installe. En zone 3 à 5, votre saison de croissance est plus courte, mais votre fenêtre de stress thermique est également plus réduite, donc c'est moins problématique. Concentrez-vous sur le choix de variétés avec un nombre de jours jusqu'à maturité plus court. Quelque chose dans la fourchette de 60 à 70 jours comme Early Girl ou Stupicée. Maintenant, laissez-moi aborder quelques erreurs courantes que je vois et qui relient tout cela. Car parfois ce n'est pas une question de ce que vous faites mal avec une seule pratique, c'est une question de schéma global. Le premier schéma est ce que j'appelle le piège de la bienveillance. Les jardiniers qui aiment leurs plants ont tendance à tout faire en excès. Trop d'engrais, trop d'eau, trop d'attention. Et j'ai fait cela moi-même pendant des années.
Le plan répond à toute cette abondance en poussant comme un fou, ce qui ressemble à un succès, mais c'est en réalité le plan qui dit « J'ai tout ce dont j'ai besoin, aucune raison de me reproduire ». La solution est la modération délibérée. Réduisez l'azote après le début de la floraison. Arrosez en profondeur, mais moins souvent, et résistez à l'envie de faire quelque chose chaque jour. Le deuxième schéma est d'ignorer le calendrier. Le timing compte énormément avec les tomates. Si vous repiquez trop tard, les plants essaient de s'établir pendant le pic de chaleur et ils finissent par passer leur meilleure fenêtre de fructification simplement à essayer de survivre. Si vous fertilisez avec un engrais riche en azote en plein été, vous poussez la croissance végétative exactement au moment où vous voulez que le plant se concentre sur la maturation des fruits qu'il a déjà noués. Je tiens maintenant un simple calendrier de jardin où je note ma date de repiquage, la date à laquelle je change d'engrais et ma fenêtre de première récolte prévue. Cela prend 5 minutes et cela me garde sur la bonne voie toute la saison. Le troisième schéma est de négliger ce qui se passe sous le plant. Toutes ces feuilles basses et ces gourmands qui touchent le sol ou poussent dans une ombre dense ne contribuent pas de manière significative à la production de fruits. Ils utilisent de l'énergie, restreignent la circulation de l'air et créent des conditions propices aux maladies fongiques. Je supprime tout le feuillage en dessous de la première grappe de fruits une fois que le plant est bien établi, généralement environ 4 à 5 semaines après le repiquage. Cela améliore la circulation de l'air autour de la base, réduit les maladies transmises par les éclaboussures et redirige l'énergie vers le haut en direction de la production de fruits. Maintenant, voici l'astuce bonus que je vous ai promise au début, et c'est quelque chose sur lequel je suis tombé il y a environ 3 saisons, alors que je faisais des recherches sur la carence en magnésium chez les tomates. Le sel d'Epsom, qui est simplement du sulfate de magnésium, peut améliorer significativement la nouaison lorsqu'il est appliqué en pulvérisation foliaire pendant la période de floraison. Le magnésium est un composant central de la chlorophylle et il joue un rôle crucial dans la capacité de la plante à transporter le phosphore, qui, comme nous l'avons vu, est le nutriment clé pour la production de fruits, des racines vers les fleurs et les fruits en développement. Voici ma méthode exacte. Je dissous une cuillère à soupe de sel d'Epsom ordinaire, sans parfum, sans additif, dans 4 litres d'eau tiède et je remue jusqu'à dissolution complète. Puis je le pulvérise directement sur le feuillage et les fleurs à l'aide d'un simple pulvérisateur à pression, en m'assurant de couvrir le dessus et le dessous des feuilles. Je fais cela une fois toutes les 2 semaines, en commençant quand je vois les premières grappes de fleurs s'ouvrir. Et je pulvérise tôt le matin avant que le soleil ne soit intense, pour que la solution ait le temps d'être absorbée avant de s'évaporer. Je veux être franc avec vous. Cela ne va pas corriger un déséquilibre majeur en azote, ni compenser de mauvaises pratiques de taille. Mais en tant que pratique complémentaire en plus de tout ce que j'ai décrit aujourd'hui, je constate régulièrement que plus de fleurs nouent des fruits et que moins de fleurs tombent. Des recherches du service de vulgarisation de l'Université du Vermont confirment que la supplémentation en magnésium peut améliorer la qualité et le rendement des fruits dans les sols où le magnésium n'est pas abondant, ce qui décrit beaucoup de sols de jardins amateurs, en particulier dans l'Est des États-Unis. Donc, si vous avez eu du mal avec de beaux plants de tomates qui refusent tout simplement de produire des fruits, j'espère qu'aujourd'hui vous a donné une image claire, non seulement de ce qu'il faut faire différemment, mais aussi de pourquoi cela fonctionne. Le passage de la croissance végétative à la production de fruits n'est pas mystérieux. Cela se résume à l'équilibre nutritif, une taille intelligente, un arrosage approprié et la compréhension de ce que votre plant essaie de faire à chaque stade de sa vie. Si ce type de contenu de jardinage pratique et fondé sur la science vous est utile, cela me ferait très plaisir que vous vous abonniez pour ne pas manquer la prochaine vidéo. Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi quelle variété vous cultivez cette année ou quelle a été votre plus grande frustration avec les tomates. Je lis chacun d'entre eux et je tire souvent des idées pour de futures vidéos de vos questions. Ces 6 plants qui m'ont donné plus de 240 tomates l'été dernier n'étaient pas une génétique spéciale ni un sol chanceux. Ils étaient le résultat de la compréhension de la biologie et du travail avec elle plutôt que contre elle. Vous pouvez obtenir les mêmes résultats et je pense que vous serez sincèrement surpris par la différence qu'une saison d'ajustement intentionnel peut faire. Bonne chance et bon jardinage!